Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis en compagnie de mon acolyte Hugo et je suis en compagnie d'un invité de marque, Camille. Camille qui nous vient de Biarritz, mon cher. Biarritz. Édition. En quoi? Pardon, Hugo. À côté de Lille. À côté de Lille. Édition spéciale. Donc, interview. On nous a demandé des interviews, des retours d'expérience. Et donc, on a la chance de recevoir Camille pour nous partager son parcours, son début de parcours, ses ambitions. Pourquoi est-ce qu'il a décidé d'investir massivement alors qu'il est dans une profession qui est relativement bien rémunérée? Chauffeur de TGV. Chauffeur de Uber. Donc voilà. Camille, je te laisse le soin de te présenter. Je rebondirai dessus. Ouais, bonjour à tous les deux. Je suis ravi de participer à ce podcast que je suis assidûment. Et puis merci pour l'invitation. Donc effectivement, donc moi j'ai 33 ans. On ne sait jamais après 30 ans si on dit l'année supérieure ou pas. En tout cas, j'ai 33 ans, bientôt 34. Je vis au Pays Basque. J'étais champenois d'origine. Je suis médecin radiologue de profession. Et donc, je me suis lancé dans l'immobilier il y a à peu près 4 ans, 2019. Voilà. Un petit peu avant la fin de mes études, puisque forcément mes études ont duré à peu près la moitié de ma vie pour l'instant. Donc, sur la fin de mes études, j'ai mis un pied dans l'immobilier doucement avant d'accélérer un petit peu plus. Voilà. Ça sert à quelque chose, les études, alors? Ça dépend comment on exploite le résultat de ces études. Non, mais on entend à longueur de journée que les études ne servent à rien. Donc, dans le domaine médical, ça sert à quelque chose. Ouais. Quand je lis, je vois la couverture de l'ancien « Faites rentrer la tocarde ». On voit que les études, ça sert et à structurer les idées également. Je me permettrai pas d'en rajouter une couche. Non, mais on a été très soft. Je dirais que ce n'est pas nécessaire d'en rajouter une couche de mon côté. Alors, est-ce que tu as des questions, Hugo? Moi, j'ai voulu que Camille nous fasse un retour d'expérience sur son démarrage, sur pourquoi est-ce que quelqu'un... En fait, c'est complètement contre-intuitif. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui gagne très bien sa vie, quelque part, se ferait chier à faire de l'investissement, a fortiori pratiquer massivement, alors qu'il a déjà une situation qui est plus que confortable et même enviable sur le plan financier. Et ça va être ma première question. Qu'est-ce qui fait que tu raisonnes de manière différente? Alors moi, j'aime beaucoup les statistiques et c'est vrai que j'avais déjà noté dans pas mal d'enquêtes que ta profession est une des professions qui rémunère le plus. Alors évidemment, il y a 12-13 ans d'études. Donc derrière, il y a aussi de l'investissement et ça, les gens ne le voient pas. Hein. Je crois que tu m'avais dit qu'un IRM ou un scanner coûtait plusieurs millions d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est 1,5 million à peu près pour une IRM. Pas plus, Comment? Ça monte pas plus haut? Ouais, ça peut toujours monter plus haut. Voilà, si tu achètes une BMW IRM, donc forcément ça peut coûter plus cher. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi, quand on gagne bien sa vie, pourquoi est-ce qu'on cherche à investir dans l'immobilier? Et surtout quand on est jeune, qu'on a fini ses études, qu'on commence à goûter à ses premiers revenus, pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans un état d'esprit où on cherche à tout simplement consommer, jouir des bénéfices de son travail, et pourquoi donc se projeter dans un horizon temporel de long terme au lieu de faire comme tout le monde, avoir vraiment le gros véhicule, la grosse maison, les week-ends à la Mamounia comme le faisait Hugo à l'époque. Et mais assume comme dirait l'autre. Assume. Donc voilà, ma première question, c'est ton cheminement, ton état d'esprit. Comment est-ce que tu expliques que tu as des... Alors, je précise au passage, on ne l'a pas dit, mais tu es un de mes mentorés. Tout à fait. Et donc, on s'est rencontrés dans un mastermind. Alors, la chance qu'on a eue, c'est qu'on s'est rencontrés dans un mastermind relativement médiocre. Et donc on a pu matcher dans le sens où il y avait un décalage entre nos états d'esprit,
nos ambitions et la norme de ce mastermind. Et donc, à ce moment-là également, tu avais un objectif en vue qui finalement s'est révélé être totalement sous-dimensionné. Donc, je te laisse la parole. Je te coupe 5 secondes. Je tiens à préciser que ce n'était pas un mot mastermind. Non, alors c'était même pas un mastermind. Alors, bonne remarque, c'était un séminaire d'aéroport sous appellation mastermind. On était une centaine. Oui, 150, oui. Voilà, et du coup, on a... alors, j'avais pas pu parler avec tout le monde. Je pense toi aussi, on n'avait pas, malheureusement... Impossible. Voilà, et si tu accordes un quart d'heure à chaque personne, il te faut 100, il te faut quoi ? Il te faut 1500 minutes, donc tu vois que c'est pas possible. Voilà, qu'est-ce qui fait que tu as ce niveau d'ambition, si on peut être transparent sur tes ambitions, sur ce que tu as fait aujourd'hui. Là, tu viens de boucler une belle opération à 1.2, je crois. Donc, 1.3, ça dépend un peu de comment se configure l'opération. Le financement, en tout cas, c'est 1.3. On ne va pas chipoter pour 0.1, même si ça constitue le cœur du marché de la masse. Pas des cacahuètes. donc voilà, tu finis cette opération, tu as un objectif, tu as un encours aujourd'hui, tu as une bonne situation, mais voilà, qu'est-ce qui fait que tu as à rehausser l'objectif et pourquoi est-ce que tu as cet état d'esprit ? Ce que je propose, et je coupe 5 secondes, ce qui serait intéressant, ça serait peut-être de partir sur quel était ton objectif initial lorsque tu arrivais à ce mastermind de grande qualité et de quelle était la taille initiale de ton ambition et aujourd'hui quelle est ta taille quelques mois après, parce qu'on a eu la même discussion avec Auguste, de voir ce changement en fait d'objectif par rapport aux croyances limitantes qu'on peut avoir. J'ai combien d'heures pour répondre à ces questions ? Non, mais prends ton temps. Tu as 30 secondes. Tu as tout ton temps. Je ne sais pas à quel âge j'ai eu... alors, ce qu'il faut préciser quand même sur mon histoire, qui n'est pas une histoire, c'est que j'ai aucun entourage qui est dans l'immobilier. Mes parents étaient salariés, ma famille aussi, absolument pas une famille d'entrepreneurs. Donc, cet intérêt-là et la compréhension des mécanismes ne vient pas de ma famille. J'ai du mal à identifier à quel moment il y a eu un switch de façon de penser, mais en tout cas, pour être très factuel, j'ai pu constater pendant mes études, comme un petit peu tout le monde, certains comportements liés à l'argent assez étonnants. Quand l'argent, on le sait, dans le domaine de la santé, non seulement il n'y a pas de culture financière, mais surtout tout est fait pour s'y opposer, pour ne pas communiquer sur ces sujets. Donc il n'y a aucune culture financière. Et donc j'ai pu constater certains comportements, par exemple, pour être très concret, des gens qui avaient un haut niveau de revenus qui étaient dans des difficultés financières, par exemple. Ce qui, moi, à l'époque, me semblait totalement antinomique. C'est énorme. Et puis, deuxième élément qui rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est des médecins ou dentistes qui avaient l'âge de la retraite, qui avaient plus de 70 ans et qui étaient dans l'obligation, ou qui se donnaient l'obligation de continuer à travailler pour payer les études de leurs enfants. Donc ça, c'est des petits éléments comme ça qui m'avaient interrogé quand même tôt. Je me suis dit, c'est quand même curieux que quelqu'un qui gagne très bien sa vie soit en difficulté. Et puis, du coup, en me posant un petit peu ces questions, j'en suis venu évidemment à m'éduquer financièrement. Je vais aller très court sur ce passage. Et donc, en s'éduquant financièrement, on comprend un petit peu tout ce qui ne va pas sur notre manière de fonctionner habituellement. Et en particulier, quand on fait médecine ou quand on fait des études médicales, comme je le disais, l'argent et d'ailleurs l'entrepreneuriat au sens large, parce que dans la santé, il y a beaucoup d'entrepreneurs. D'ailleurs, un médecin libéral est un entrepreneur. Peut-être même qu'un chef de service hospitalier est entrepreneur dans sa façon d'exercer. C'est quelque chose qui n'est pas du tout communiqué, etc. etc. Donc en tout cas, je me suis éduqué financièrement parallèlement, un peu trop tard, malheureusement, c'était seulement sur ma fin d'études. Et donc j'ai compris qu'en fait les médecins avaient des hauts revenus parce qu'ils travaillaient beaucoup. Et que si les médecins arrêtaient de travailler, ils n'avaient pas des hauts revenus. Et que finalement les médecins n'étaient pas très bien payés, mais ils ont des revenus corrects ou importants parce qu'ils travaillent beaucoup. Ça c'est quand même quelque chose qu'il faut préciser.
Même s'il y a de tout, on ne va pas aller dans les exceptions aujourd'hui, c'est pas l'objectif. Mais globalement, un médecin qui veut gagner beaucoup d'argent, il doit travailler beaucoup et donc par extension, il ne profite pas beaucoup de sa vie par ailleurs. Voilà un petit peu les interrogations qui m'ont mené sur ces questionnements-là. Et puis j'ai passé le cap à un moment donné d'une formation sur l'immobilier. Et voilà, à ce moment-là, j'ai intégré la notion d'effet de levier. Et puis après évidemment une fois qu'on a compris ça, la boule de neige, je dirais, psychologique fait son effet. Il y a un dernier élément que je voulais préciser par rapport à l'antinomie au revenu et puis besoin ou en tout cas souhait de lever du capital ou de mettre en place un gros patrimoine. C'est en fait quelque chose qui est très contre-intuitif. C'est qu'en fait, plus on a de revenus, plus on a un niveau de vie qui augmente, enfin qu'on augmente son niveau de vie, plus exactement, parce qu'on n'est pas obligé de l'augmenter, plus notre standard augmente et plus la création d'un revenu passif pour combler ce standard augmente également et la difficulté pour l'obtenir aussi. Ce qui fait qu'en fait, les gens qui commencent à gagner de l'argent et éventuellement rapidement beaucoup d'argent et qui augmentent leur standard de vie ont beaucoup plus de difficultés que, on va dire, un salarié avec un salaire moyen français pour sortir de cette spirale de l'absence de revenus passifs parce qu'il faut du coup s'échiner beaucoup plus pour rattraper ce niveau de revenus. Voilà, donc j'ai tenté de ne pas tomber dans ce piège dès le départ, puisqu'effectivement, en sortie d'études, en fonction de ce qu'on fait, mais moi je me suis installé assez rapidement en libéral, on a potentiellement des revenus assez conséquents rapidement. Évidemment, si on tombe tout de suite dans le piège d'un niveau de vie qui explose, et qu'on achète sa résidence principale avec une vision qui n'est pas celle d'un investisseur, qu'on achète, je cherche au hasard... Voiture. Voilà, je voulais chercher un mode. Je cherchais la quête à Lamborghini. Voilà, exactement. J'aurais peut-être pas dit le robot, mais en tout cas, voilà, qu'on augmente drastiquement son niveau de vie. Effectivement, là, on a mis un pied dans le piège, et c'est vraiment difficile, je pense, d'en sortir. Donc, moi, je n'ai pas mis ce pied-là. J'ai d'ailleurs le Roland Golf qui doit dater de 2016, je crois. Tous mes collègues, évidemment, n'ont pas ce type de voiture. Mais ça me permet du coup de faire, parce qu'on va peut-être détailler un peu plus après sur l'immobilier. Donc tu as quand même une maîtrise de la gratification en fait. Tu arrives à la différer, tu arrives à maîtriser en fait un certain nombre d'envies parfaitement légitimes. Quand tu as travaillé très fort pendant 12 ans d'études, tu arrives quand même à te maîtriser dans le fait de renoncer à consommer immédiatement et te projeter quand même sur le très long terme. Et ça, c'est quand même un exercice qui est quand même pas facile parce que c'est un peu comme quand tu es affamé et que tu as de la nourriture et c'est très difficile de ne pas se jeter finalement sur les aliments. Et ça, c'est quand même c'est remarquable et c'est quand même assez rare en fait dans ta profession où on a presque l'impression de l'extérieur que c'est devenu un business en fait, que la radiologie est quelque chose de purement financier. Et donc là, on a un état d'esprit qui est quand même totalement différent de la confrérie. Et puis plus les revenus augmentent et plus le pied est mis dans l'engrenage d'augmenter son niveau de vie et son endettement en tant que non-investisseur, j'entends, plus c'est compliqué vraiment d'en sortir, hein, parce que si on se crée tout de suite un passif ou des moins-values gigantesques dès le départ, c'est très compliqué d'en sortir. Ouais. C'est ce que Kiyosaki, c'est l'un des rares bons concepts de Kiyosaki, appelait ça la foire d'empoigne, si je dis pas de bêtises, dans son avis. Je n'ai pas lu. Il appelait ça la foire d'empoigne, de mettre la main dans l'engrenage, exactement comme tu l'as décrit. Et on voit le résultat des gens, et c'est ça qui est le plus intéressant. Et j'aime beaucoup la façon dont tu l'as présenté, et je n'imaginais pas que les docteurs qui étaient en France vivaient ça. On le voit beaucoup sur les nouveaux entrepreneurs qui, et vous êtes connus au Mastermind, donnent des exemples de ça. Ils commencent à gagner de l'argent, ils dépensent, ils achètent grosses voitures, gros lifestyle, et on les retrouve 5 ans après avoir généré des fortunes colossales.
au travers du chiffre d'affaires et des bénéfices qu'ils ont sortis, à toujours bosser parce qu'il leur reste rien. Et aucun investissement. Et aucun investissement parce que, en fait, et on en parlait avec Auguste précédemment, moi j'ai eu une période de ma vie où j'avais un gros salaire. Bon, je ne vais pas faire ma causette aujourd'hui. Mais en fait, c'est que lorsqu'on a un gros salaire, en étant relativement jeune, parce qu'on a à peu près le même âge, en fait, on se dit c'est perpétuel et en fait, il ne fera que augmenter. Donc en fait, tu mets de suite le pied dedans en disant on n'imagine pas s'il y a un arrêt de travail, on se dit au pire il va avoir des bonus, il va avoir des primes. Et le fait de ne pas s'en rendre compte et de faire dans la gratification différée, pour reprendre le terme de Rémi, qu'on salue au passage, mais c'est la meilleure façon en fait de s'enrichir et de profiter sur le long terme. Et aujourd'hui, quand les gens me demandent sur l'expatriation et tout, on peut voir les résultats colossaux qu'une stratégie différente peut entraîner, de dire mais profitez dès le départ de votre business, surtout que les business sont moins réguliers que le métier de radiologue. Radiologue, dans 15 ans, tu peux te projeter sur les revenus. Un mec qui gagne de l'argent aujourd'hui, un entrepreneur, dans 5 ans, il n'est pas sûr d'être là, quoi. Et c'était très intéressant de l'avoir dit comme ça. Non, et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est vrai que je ne l'avais pas conceptualisé, je n'avais pas pris conscience comme ça, c'est le fait d'avoir des gens qui sont en difficulté financière avec des revenus de la tranche des 0,2-0,3%. Donc ça, c'est étonnant. Et moi, j'aimerais introduire un critère économique qui est très important, qui n'est pas palpable, pas forcément visible, mais qui est fondamental, qui est la notion de coût d'opportunité, c'est-à-dire le manque à gagner. En consommant ta rémunération, tu consommes ton effet de levier, tu le neutralises, et finalement, ce que ça te coûte réellement n'est pas ce que tu as consommé tous les mois en rémunération, mais littéralement les millions d'euros que tu n'as pas levés. Parce que, évidemment, la plupart des gens, j'allais dire la majorité, même la quasi-totalité des gens qui exercent cette profession ne savent pas que la France est un paradis bancaire et qu'on a des capacités de levée de fonds absolument fondamentales. Quand tu prends une start-up qui fait une levée de fonds à 10 millions d'euros, ça fait la une de tous les journaux, donc des fonds privés. Mais une profession comme la tienne qui peut lever 10 millions d'euros, ça se fera dans le silence total. Tout à fait, oui. Et ça, les gens n'ont pas conscience qu'il y a un coût d'opportunité monumental parce qu'on a anesthésié, sans mauvais jeu de mots, mais on a anesthésié finalement cet effet de levier bancaire singulièrement puissant en France parce qu'on a consommé la totalité de son pouvoir d'investissement. Ouais, ma compagne est anesthésiste et heureusement, elle n'est pas tombée dans cette anesthésie. Parce qu'elle est bien accompagnée, c'est pour ça. Quel était ton objectif initial ? Alors, je ne l'ai pas amené là, mais j'ai repris mon carnet d'objectifs. Mon tout premier objectif initial, il était déjà de me lancer parce que n'ayant absolument aucun entourage dans l'immobilier, c'était même pire que ça parce que comme on l'a déjà partagé à plusieurs reprises, quand on se lance et qu'on n'a pas d'entourage, pas de famille, amis ou autres dans le domaine, évidemment, non seulement on est seul dans la démarche, mais surtout on nous la déconseille. Donc, mon premier objectif, il était déjà de se lancer, de voir que ça marche et que j'étais capable de faire quelque chose. Donc j'avais commencé par un appartement en 2019. Juste si je peux te poser une question pour que les gens comprennent la puissance de la conformité, du conformisme. Quel était le mode d'exploitation de cet appartement ? C'était une colocation en LMNP. Voilà. Donc 1, 2, 3. Donc, bravo. Tu peux parler, tu as fait la même chose. Alors moi, par contre, je suis passé en... Alors moi, c'était des îles. Ah non, c'est Madeleine. Alors Madeleine a mixé deux stratégies particulières, la division et la colocation. Et de la LCT, en fait, 3, très exactement. C'est l'exponentiel. Non, mais là, on est dans un cas... C'est pédagogique évidemment, mais tu es radiologue, ton épouse est médecin et on est en plein sous-dimensionnement, c'est-à-dire que ce qui vient à l'idée, c'est de faire une colocation dans un appartement, et c'est une critique qui est constructive évidemment, c'est un constat socio-économique. L'idée, comment est-ce qu'on peut en arriver avec une puissance de frappe en millions d'euros, et même, j'assume, en dizaines de millions d'euros,
sur un vrai horizon temporel. Comment est-ce qu'on en arrive à faire un investissement petit, sous-dimensionné par rapport à ce que je viens de dire? C'est marrant. Il y a quand même plusieurs éléments d'explication pour nuancer un peu le propos. Non, mais c'est quand même important que les gens puissent éventuellement se projeter. C'est que déjà, c'était sur ma fin d'études, donc j'avais pas d'épargne. J'avais peut-être 5 ou 10 000 euros d'épargne à l'époque. Donc, je pouvais pas dimensionner de manière très large, donc j'avais pas les hauts revenus que j'ai maintenant. Mais avec un diplôme, tu peux lever des fonds avec un diplôme. Bien sûr. Donc ça, c'était la première chose. Et deuxième chose, c'était pas un excellent investissement sur le plan purement technique et immobilier, mais c'était peut-être le plus important, puisque sans celui-là, j'aurais pas continué. Ouais. Donc c'est vrai que autant sur le plan techniquement immobilier, c'était pas une stratégique, on va dire. Voilà, c'était pas une prouesse. Autant il a permis de mettre le pied à l'étrier, effectivement. Mais tu as très bien fait. Hein. J'ai envie de te dire, mieux vaut faire un investissement sous-dimensionné, biaisé. Tu peux pas en faire du tout comme moi. Clairement, et surtout, le plus important, retenir les leçons finalement de cette opération. Et c'était simplement mettre en perspective la puissance de tous les biais qui sévissent dans l'immobilier 2.0 et qui finissent par rejaillir sur la foule. Donc voilà, c'est un exemple. Les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal à ce niveau-là. Ils ont fait du bien et du mal. Ils ont créé le déclic. Et j'en parlais avec une personne qui était également au mastermind que vous avez fait, qui était là, oui, à Paris et Barcelone. Et j'ai dû me coltiner à Amsterdam, moi. Et la personne... J'ai eu l'intelligence de ne pas y aller. Voilà. Camille a eu du flair. C'est important. Et la personne a monté une boîte en Belgique, un mec brillantissime que j'aimerais avoir en podcast. Ah oui. Il a monté une boîte à 26 ans, dans les plans à emporter, fait une première partie d'exit, belle réussite. Et on en parlait avec lui, il disait c'est dommage que le marketing ne soit pas à la hauteur du produit, mais au final, ces événements-là, ce contenu-là, aussi merdique soit-il, et je pèse mes mots, a une vocation ultra importante, et j'insiste dessus, c'est que s'il n'existait pas, tu n'aurais pas le déclic. C'est tout à fait vrai. Et en fait, ces personnes-là... n'existait pas... Il faut... Et d'ailleurs, je tiens à remercier Guillaume, que vous connaissez, qui m'a ciblé en tant que prospect par une publicité il y a quelques années. Et effectivement... Guillaume de Oli. Guillaume, je ne sais pas si on peut dire son nom. Ouais, on lui peut-être passe pas dire son nom. Non, mais Guillaume, qu'on a rencontré à ton mastermind. Voilà. Et donc j'ai été son client dès le lancement de ses produits. Et c'est lui, par ses publicités, qui m'a convaincu du concept. Et c'est là aussi où je me suis dit, quand on est content d'avoir été ciblé par une publicité, c'est quand même que l'entrepreneur a fait son travail. Ah non, mais moi, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, j'en avais parlé avec Fouad, que je voulais pas faire de la publicité agressive pour un mastermind parce que j'avais peur que les gens associent au marketing agressif une mauvaise qualité de mastermind. Et je me demande si c'est pas la même personne qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais c'est pas le marketing qui décrédibilise le produit, c'est le produit qui décrédibilise le marketing. Et il me fait, si demain tu fais un marketing excessivement agressif, que tu délivres de la valeur, qui produit un déclic et qui lui donne la compétence pour aller plus loin, la personne sera très contente d'avoir été marketée, bien sûr. Elle te remerciera d'avoir fait ça. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était une autre personne, Franck, qui était à mon mastermind lors de l'événement que j'avais à Paris la semaine dernière. Et la personne m'a remercié parce qu'il a réussi à débloquer des situations et avoir un encours bancaire qui a quasiment fait x3 en participant à un événement. Donc ça fait plaisir. Et sans aller, on n'était pas à des niveaux de mentor, on était sur un mastermind. Et j'ai fait une intervention de 6 heures, donc c'est plutôt moi qui devrais remercier. Il devrait te remercier d'avoir fait intervenir les bonnes personnes, par contre. Bernard Arnault est reconnu pour sa compétence d'employer les bonnes personnes. C'est bien que tu te compares à Bernard Arnault. Voilà, j'aime rester dans la modestie la plus totale. Le plus grand entrepreneur de l'histoire de France.
Et du monde, selon moi. Donc voilà, ces événements-là, pour en revenir, sont un déclic et c'est... Heureusement qu'on les a eus, Heureusement qu'on les a la eus, qualité est variable, vous en avez déjà parlé longuement, mais et ça a au moins eu le mérite d'exister effectivement à certains moments. Donc ton premier challenge... Challenge. Ah non, c'est bien challenge parce que c'est un mot français, originaire du vieux français, challenge. Donc ça se prononce challenge. Donc... tu vois, tu te dis... Et comme entrepreneur, d'ailleurs, est un mot français. La culture, c'est comme la confiture. Vive l'entrepreneuriat. Non, là, j'allais répondre, mais... Ton premier challenge, en fait, a été de t'extraire de ce qu'on appelle en sociologie de la pression des pairs, c'est-à-dire toute cette pression environnementale qui constituait à dire, écoute, pourquoi est-ce que tu vas aller faire ça ? Tu n'en as pas besoin, finalement. Et puis surtout l'identité et le mode de réflexion en fait, parce que on est quand même un pur produit de formatage. T'imagines 13 ans de formatage, c'est compliqué d'aller à... surtout qu'en plus, alors je critique aucunement l'hôpital public et je le remercie même d'ailleurs, mais c'est vrai que la formation d'un médecin, d'un professionnel de santé se fait dans le public, un petit peu dans le privé aujourd'hui, mais très, très majoritairement dans le public. Et donc, la diversité des manières de penser, évidemment, n'est pas transmise. Il y a un certain type de fonctionnement, c'est évidemment... normé. Voilà, c'est normal. Et c'est normal. Il y a une pluralité de pensée à l'hôpital, bien sûr, mais sur l'aspect entrepreneurial, ça pose quand même vraiment problème, je trouve, de passer autant de temps dans ce formatage-là. Et c'est effectivement compliqué d'en sortir. Ouais. Je te rassure, pour avoir fait école de commerce, pour avoir fait fac de droit, et je ne veux pas m'envoyer des fleurs, mais à haut niveau en école de commerce et à haut niveau en fac de droit, pas mieux. Hein. Ouais, c'est presque plus inquiétant. Oui. C'est presque plus inquiétant. Moi, j'avais l'habitude de dire que l'université et tout, c'est apprendre à apprendre. D'apprendre la compétence à apprendre, d'évoluer. Et c'est là qu'on fait, quoi qu'on dise, sur Internet, il y a des gens qui disent « Ouais, les études, ça sert à rien ». Mais tu prends le discours d'une personne qui a fait des études, je pense à un marketeur, je pense à Tougan, qui a une culture, une compréhension et une façon de penser, une construction analytique qui est très, très bonne. Et de l'autre côté, une personne qui n'a pas fait d'études, ça part dans tous les sens, quoi. Donc, est-ce que les études doivent nous apprendre ça ou est-ce que c'est... Très bonne question. Est-ce que le terrain... J'ai pas la réponse à ça, mais en tout cas, en sortir est pas évident. En tout cas, c'est pas évident, mais tu as vu à la vitesse où tu en sors ? Oui, après, au prix d'une détermination effectivement importante, mais ouais, en tout cas, je pense que donc, pour revenir sur les challenges et les objectifs, le premier était de sortir de ce mode de pensée et puis de rentrer sur un mode de pensée différent. Donc, première effectivement colocation. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai eu une opportunité de local commercial. C'était Ça, c'est bien. Très rapidement après. C'est le deuxième bien que... Alors, tout ce que j'ai acheté, je l'ai acheté avec ma compagne avec laquelle on a co-investi depuis le début. Donc, je vais dire on et pas je. Et donc, ce local commercial nous a été proposé en fin 2019. On s'est positionné et la signature était en mars ou avril 2020. Donc, à peu près au pire moment qui puisse exister pour le monde du commerce. On s'en est pas trop mal sorti. En tout cas, il y avait déjà, je pense, une affinité avec le monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des investissements dont je suis le plus content aujourd'hui. Et donc ça, c'était en 2020. Je me souviens très bien, en 31 décembre 2019, je m'étais fixé l'objectif d'investir 1 million d'euros, de lever 1 million d'euros sur l'année 2020. Et je me souviens très bien avoir proposé aux amis avec qui j'avais passé le 31 décembre de partager les objectifs sur l'année à venir. Et je me souviens très bien de leur réaction. Tu as eu l'air d'un con. D'un con non, parce que mais en tout cas ça paraissait complètement ahurissant, effectivement. C'était pas énorme, relativement. C'était pas en soi par rapport à... Non, surtout que j'étais avec des gens qui finissaient aussi leurs études de médecine, qui pouvaient aussi se projeter un petit peu financièrement, mais bon, malgré tout, voilà. Donc ça, c'était le premier objectif qui a été effectivement atteint fin 2020, parce
qu'après le local commercial, on a acheté un premier immeuble. Et puis, je suis en train de reconstituer dans ma tête. Et puis après, il y a eu des objectifs plus ambitieux qui se sont dessinés. Quand on a vu que ça marchait, on a trouvé ça pertinent avec ma compagne d'utiliser une stratégie qui est décriée, critiquée, alors qu'elle est pour moi la plus efficace, qui est celle de la résidence principale. Et on a utilisé ce levier pour donc acheter, rénover en vue d'une revente dont la date est à définir. Hein. C'est pas forcément une revente immédiate, ça peut être quelques années après, mais en tout cas de voir l'opération comme un investissement. Et ça, en termes d'effet de levier, je pense que ceux qui nous écoutent savent quand même qu'il est plus facile de faire financer une résidence principale qu'un investissement locatif. La plupart du temps, on va dire, même s'il y a des exceptions. Et donc, évidemment, ça permet de lever des capitaux, parce que là, c'était une opération donc, d'achat travaux, et plus travaux à 1,6 million, 1,7 million à peu près. Donc on aurait pu croire qu'on était tombé dans le piège justement dont on parlait tout à l'heure, d'acheter, de profiter de ses hauts revenus immédiatement, mais c'est vraiment une opération d'investisseur, même si pour l'instant la revente n'a pas encore eu lieu. Et donc forcément ça nous a permis de faire un bond assez important en termes d'effet de levier, et puis on a ensuite enchaîné avec un puis deux immeubles de rapport supplémentaires. Voilà un petit peu pour et d'ailleurs, sans trahir le secret professionnel, tu as bénéficié d'un différé. Et donc, finalement, l'acquisition est totalement indolore au niveau financier. C'est-à-dire que les remboursements effectifs de cette résidence principale, qui soi-disant est un passif, j'ai envie de me taper les mains contre les genoux quand j'entends ça et de mourir de rire. Et du coup, tu me payes. Combien te coûte mensuellement exactement ta résidence principale? Ça doit être 1 076 €, je crois. Ah, t'es en différé partiel? T'es en total? Je suis en différé partiel. Ouais. D'accord. Tu aurais pu avoir une totale si tu souhaitais. Ouais. En plus, par rapport à la banque, qu'on ne va pas citer évidemment, mais tu avais la possibilité techniquement, si on avait pu échanger avant, si on s'était connus, tu aurais pu bénéficier d'un différé de 5 ans. Total. On avait fait effectivement, je pense qu'on avait cumulé des différés sur toutes nos opérations antérieures de 3 ans. Bon, il n'y en avait pas eu 50, mais... Donc 1 000 € à peu près? 1 000 €, Donc, pour 1 000 pour une mensualité qui est d'un peu plus de 6 000 €. Oui, mais aujourd'hui, tu es à 1 000 €. Le coût réel de ta résidence principale est de 1 000 € et sa valeur marchande est aux alentours de 2,5 à peu près. Donc, tu as quand même l'avantage de vivre dans une maison qui vaut plusieurs millions d'euros, qui te coûte aujourd'hui 1 000 € par mois en intérêt intercalaire. Et donc, ça, c'est un état d'esprit d'entrepreneur, c'est-à-dire que tu as attaqué la résidence principale sous le bon angle, celui du marchand de biens, de l'investisseur qui sait se faire plaisir, qui sait encapsuler une plus-value latente et qui a préservé sa capacité d'investissement. Et ça, c'est quand même remarquable. Et on n'en entend jamais. Tout ce qu'on entend, c'est ta résidence, c'est un passif. C'est tout l'inverse, exactement. Voilà, donc, et de la part de Mastodonte 2.0, des influenceurs, des gens qui ont, je ne vais pas citer de nom, mais une personne qui a 500 000 abonnés, qui t'explique encore, la résidence principale, c'est un putain de passif. Donc c'est là que je me dis, bon, tu as eu quand même le discernement de voir les choses sous le bon angle. Et ça, c'est bien. Et c'est intéressant pour faire un petit parallèle avec le livre qu'on a commenté dans un podcast précédent, qu'on a toujours sur la table. Tu vois, la technique du différé sur la résidence principale, à aucun moment il est évoqué. On te dit acheter la plus petite résidence principale, avoir le plus petit remboursement de crédit. Parce que les gens ne sont pas dans la technique, ne sont pas dans la stratégie, en fait. Et passent à côté de... Exactement, parce qu'une résidence principale, avec les bonnes techniques, aujourd'hui, entre l'acquisition, un différé de 5 ans pour une banque en particulier, la revente, si tu as très bien acheté, non seulement elle te coûtera 0, mais en plus elle te fera gagner de l'argent. Donc tu auras été logé gratuitement. Tu n'auras pas déboursé. Alors, la seule chose que tu paieras, c'est l'ADI, donc l'assurance décès invalidité. Sur 2 têtes jeunes comme la tienne, sur ce montant-là, on serait peut-être allé maximum à... En plus, l'ADI de cette banque est très compétitive. Je dirais 100 € par mois. Donc, grosso modo, tu as une RP à 100 € par mois.
potentiellement une plus-value peut-être de 500 000 euros. Donc voilà comment est-ce qu'on fait de la stratégie, de la technique pour venir profiter aussi de la nécessité d'avoir une résidence principale et le confort psychique qui va avec, parce que tu es chez toi. Oui, tout à fait. Tu peux aménager et tu es père de famille, donc tu as aussi envie de vivre comme quelqu'un qui a le droit d'avoir une certaine qualité de vie et pas vivre comme un rat parce que la résidence principale serait un passif et qu'il faut acheter, il faut louer le plus petit possible. Je précise d'ailleurs un élément technique sur le financement, parce que tu en parlais. C'était aussi, à l'époque, c'était il y a 2 ans et demi, on avait quand même assez peu de trésorerie, assez peu d'épargne. Et donc, pour nous, c'était un moyen évident de lever de la dette de manière relativement importante, sans apport, parce qu'évidemment, on visait bien sûr du sans apport, et on a eu du sans apport. Et donc c'est un élément de plus qui pourrait permettre de convaincre quelqu'un de réticent à utiliser cette stratégie. C'est beaucoup plus facile de ne pas mettre d'apport pour un achat en résidence principale et une opération en résidence principale que pour un investissement locatif. Ok. Donc aujourd'hui, si on peut donner un chiffre, tu me l'avais communiqué récemment, donc tu as un patrimoine qui est valorisé à combien aujourd'hui avec la dernière opération là, qui a été signée Immobilier, tu veux dire? Uniquement oui, immobilier à la louche. On est à 4 millions euros, 4 millions et demi, 4,5 brut à peu près. Alors il faut savoir, je le précise, qu'on a fait le même type d'opération sur ça me semble pas énorme, Hugo. J'allais dire, il faut savoir qu'on a fait le même type d'opération financière sur nos entreprises. En termes de technique de financement bancaire, c'est-à-dire qu'on a levé en totalité les financements pour nos installations libérales de la même manière. Donc du coup, il y a 1 million de dettes supplémentaires qui sont rajoutées. Tu as un double levier bancaire en fait, professionnel et en tant qu'investisseur. Et tes ambitions, alors, tu pensais que tu pouvais aller jusqu'à combien avant qu'on fasse notre découverte en fait sur le diagnostic stratégique et quelles sont tes ambitions et je reviens à la première question, donc quelles sont tes ambitions et pourquoi est-ce que tu ne te contentes pas de ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu as envie d'aller dans de l'immobilier entrepreneurial qui va payer dans 10-15 ans? Alors le schéma en fait du montant à atteindre en termes de patrimoine, il s'explique par le nom du podcast, dans le sens où quand tu as des revenus relativement élevés, pour atteindre ce niveau de revenus de manière passive et automatique, et en particulier via des revenus locatifs, nécessairement il faut aller chercher, à moins de faire du 50% de rendement comme certains l'annoncent, il faut aller chercher un certain nombre de dettes et de patrimoine. Donc l'objectif il est d'abord d'avoir un niveau de revenu automatisé qui soit le même que celui que je perçois en travaillant. Il n'est pas de remplacer aujourd'hui mon travail que j'aime, mais il est d'avoir la liberté de choisir d'aller travailler ou de ne pas travailler. Acheter des options à terme. Ce qui est tout à fait différent. La position du vachier. Exactement. Bon, la différence, c'est que je suis mon propre patron, mais je pourrais tout à fait décider d'arrêter cette activité si un jour, pour je ne sais quelle raison, j'en ai plus envie, tout simplement. C'était Charles Gave qui disait soit on a un patron, soit on a des clients. Exactement. Et on parle souvent de liberté financière. Il y a une différence entre... bien évidemment, le vachier est impactant d'un point de vue vocabulaire, mais par exemple, tu es dans une liberté financière, puisque techniquement, tu peux te payer tout ce dont tu as envie au jour d'aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est pas la liberté financière. Moi, je parlerais plutôt d'aisance financière. Voilà. Mais d'un autre côté, tu n'es pas dans une position de vachier, c'est-à-dire que tu es obligé d'aller bosser. Exactement. Et c'est la en tout cas, pour maintenir ce niveau de revenu que j'ai actuellement. Et qui est alimenté par ton travail. Exactement. Si tu arrêtais de travailler, la question, c'est combien de temps tu durerais avant de bouffer tout ton capital. Exactement. Et c'est chercher le rendement du capital et pas la rentabilité du capital. Il y a un exemple extrêmement concret. J'ai un fils qui a 8 mois. Madame se pose la question de diminuer un peu son temps de travail pour profiter un petit peu de lui. Et moi aussi, d'ailleurs, je me pose la question. Si on tient à ce niveau de revenu, ou pire, si on a des engagements financiers non menés en tant qu'investisseur qui nous obligent, et en fait c'est la situation à peu près de tous les médecins aujourd'hui, qui nous obligent
oblige à continuer à travailler pour subvenir à ce besoin de revenu, pour moi, c'est vraiment un échec assez important. Et pour moi, le luxe, c'est d'avoir le choix d'arbitrer son temps de travail sans que la question financière entre dans la discussion. Et là, évidemment, il n'y a pas grand monde qui peut avoir le luxe de faire ce choix sans que la question financière entre en jeu. C'est totalement juste ce que tu dis et finalement, en fait, on a la même conception de l'investissement. Pour toi et pour moi, en fait, c'est assimilé à de la prévoyance. Finalement, c'est un système de prévoyance et que tu décides finalement d'actionner sans qu'il y ait de sinistre. Exactement. Simplement, tu te dis, peut-être que dans 10 ans, cette prévoyance, je l'active parce que j'ai envie de jouir d'un peu plus de temps, de choisir. Et c'est ça que les gens, en fait, ont du mal à comprendre. Il y a cette incapacité à se projeter dans le futur parce qu'on le sait, on en a parlé plusieurs fois, il y a un problème dans la conception du jeu infini, dans l'horizon temporel, etc. Mais c'est là où les gens qui ont des situations similaires à la tienne doivent comprendre que depuis Karl Marx, rien n'a changé. Et même ça s'est amplifié. On a toujours une dichotomie entre les détenteurs de capitaux productifs. La bourgeoisie, c'était la bourgeoisie qui qualifiait Karl Marx. Alors, la bourgeoisie et le prolétariat. Tu as l'avènement aussi de l'industrie, donc tu as quand même le patronat, si tu veux, et ces gens-là ont un capital qui est productif, et tu as les gens qui vendent leur force de travail, et tu peux gagner 15, 20 ou 30 000 balles par mois, mais si tu vends ta force de travail, tu vends ta force de travail. Et tu t'emprisonnes dans cette situation si tu adoptes un niveau de vie qui te maintient dans cette obligation de revenus. Mais dans 10-15 ans, quand tu as un amortissement du capital, quand tu as sur des marchés haussiers, quand tu as de la plus-value latente et que tu te retrouves avec 10 millions d'euros de capital net, eh bien, tu n'as plus besoin de mettre à disposition ta force de travail au service du système qui consomme cette force de travail parce qu'il en a besoin. Et c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, on est vraiment dans un processus d'enrichissement lent. C'est pas rapide, c'est lent. Et tu auras la possibilité d'exercer cette option, peut-être, si tu le souhaites, dans une décennie. Et ça demande vraiment de maîtriser le besoin fondamental qu'on a aujourd'hui dans une société de consommation, de grande consommation, de consommer. Et ça, bravo, parce que c'est très particulier comme état d'esprit. C'est vraiment l'exception, puisque la norme est quand même l'inverse. Il y a un élément très concret dans le pourquoi finalement s'embêter avec ça, parce que finalement, une fois que j'ai fait ma semaine de travail, il me reste quand même plus beaucoup de temps pour tout le reste. Il y a l'élément médical que personne ne prend en compte sur la partie assurantielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien globalement qu'il peut nous arriver quelque chose, mais on se croit à peu près quand même tous protégés de ça. C'est toujours aux autres que ça arrive. Mais il ne faut pas oublier quand même que si on se dit un jour j'investirai dans l'immobilier quand j'aurai le temps, déjà on n'aura jamais plus de temps qu'aujourd'hui, mais c'est que si aujourd'hui on a la chance d'être en bonne santé, ce qui est quand même une chance et pas un acquis pour tout le monde, on a donc la possibilité d'être assuré pour un achat immobilier, pour que le prêt soit assuré, etc. etc. Tu parles de l'ADI ? Je parle de l'ADI, tout à fait. Si demain on traverse la rue, on se fait écraser, ou n'importe quoi, il peut se passer n'importe quoi dans la santé, et ben, en fait, toute cette possibilité qu'on remet à plus tard quand on aura le temps, peut tout simplement s'arrêter et être réduite à néant. Et moi, pour conclure, j'introduirai un élément qui est nouveau en fait dans ta matrice de pensée, dans ton schéma de pensée, c'est que vous n'êtes plus 2 mais 3. Donc, il y a aussi une notion d'obligation. Moi, je travaille un petit peu sur la sociologie de la richesse, sur les inégalités sociales. Et évidemment, tu vas transmettre un capital humain à ton enfant, mais il faut absolument comprendre que les inégalités sociales naissent des inégalités de patrimoine. Et donc, ne rien avoir, c'est quelque part pousser son enfant à participer au goulag occidental qui est une forme de travail forcé. Il n'y a rien de péjoratif, c'est vraiment une description sociologique des faits. Et donc, moi, c'est mon opinion. Moi, je ne souhaite pas que mes enfants ne détiennent pas de capital productif. Évidemment, il y a un capital humain qui est transmis, mais il y a aussi cette dimension où, dans la transmission, ne rien transmettre, finalement, c'est pousser les enfants au choix par défaut. Celui qui consiste à être obligé de produire.
toujours produire plus dans un système qui est déjà qui est déjà en surchauffe en fait. Donc tu as ce paramètre également qui est nouveau chez toi. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux yeux des gens qui n'investissent pas et qui peut-être ont du mal à comprendre notre démarche ou ne la comprennent pas tout simplement, c'est plutôt l'image inverse que je peux entendre, c'est-à-dire évidemment quand on va là, je suis là avec vous, je suis pas avec mon fils, je suis en vacances aujourd'hui, je suis avec vous, je suis pas avec mon fils, donc il y a quand même un effort qui est fait pour mettre en place ce patrimoine, mettre en place ces revenus, maintenir cette qualité de vie, etc. Et donc certains le voient plutôt comme effectivement un temps qui n'est pas passé, ou focalise sur le temps qui n'est pas passé avec. Donc il faut un juste milieu, évidemment. Mais en tout cas, voilà, ça me permet de mettre en lumière cette contradiction apparente qui est... voilà, alors après, il ne faut pas non plus se mentir à soi-même et puis passer son temps à faire des projets immobiliers sans voir ses enfants en se disant que c'est pour ses enfants qu'on le fait. Mais voilà, en tout cas, il y a un juste milieu à trouver. Ce qui n'est pas le cas, parce que de toute façon, tu travailles dans une forme d'efficience très grande en termes d'investissement. Et le temps que tu passes, ça s'appelle un investissement. Et il y a une cohérence entre les moyens mis en œuvre et les objectifs. Et si tu n'es pas cohérent, si tu veux dépenser 0 temps en formation et que tu as des objectifs qui représentent 5, 6, voire 10 fois la tranche des 1% les plus riches, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Bien Donc, sûr. Il faut le voir comme des études, le voir comme une prépa. C'est du temps que tu dépenses pour assurer ton futur. Donc, est-ce que quelquefois, il ne faut mieux pas dire qu'il faut passer 5 ans de travail intensif, d'investissement pour profiter les 40 années suivantes? Et puis là, c'est quand même un mastermind IMO-Gastro, donc tu vas quand même passer ton temps à manger dans des grandes tables, à échanger avec des personnes exceptionnelles, donc il ne faut pas non plus... Je ne sais pas ce que tu as vendu c'est pas du tout ce que j'avais vendu. à ton épouse, mais tu as vendu le bagne. Le McDo, c'est pas les repas de roi, les repas de roi de 4 heures. Et... On lui parle pas de flunch, il adore aller fluncher. J'ai dit que ma mère aimait bien le flunch. Je l'ai emmené dans les plus grandes tables, mais ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, c'est le flunch et cette dimension à volonté qui est la plus importante. Donc je respecte les envies de ma mère. Mais un grand merci Camille, merci parce que c'est derrière le discours, à titre de conclusion, je trouve que derrière le discours que tu as évoqué, même au travers de ta profession, je trouve que ça s'applique à énormément d'entrepreneurs. Bien sûr, moi je suis dans la santé, donc je parle des professionnels de la santé, mais c'est évidemment transposable à... Et les gens ne s'en rendent pas suffisamment compte, et je trouve ça particulièrement pertinent, surtout que ta situation est en soi plus garantie que la situation de certains entrepreneurs. On va dire, tout à fait. Un entrepreneur peut éclater à la hausse, il peut éclater à la baisse également, et sur le long terme, tu as plus de chances de sortir des revenus qu'un entrepreneur. Une stabilité. Et pour autant, il en profite pour investir, et ce massivement. Donc, merci beaucoup pour cette discussion et cette conceptualisation. Merci à vous, les amis. Merci Camille, merci Hugo. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo, pas pour s'occuper de la technique aujourd'hui, mais pour échanger indirectement et s'occuper de la publication. Il faudra bien s'en occuper. Dankeschön. Dankeschön.